Vous est-il déjà arrivé de vous faire tirer du lit à 3 heures du matin? Imaginez, on est en plein hiver. Et vous êtes en train de passer votre meilleure nuit dans votre lit douillet, bien calé au fond de votre couette molletonnée. Vous êtes au beau milieu d'un rêve magnifique, lorsqu'un boucan phénoménal se met à résonner dans votre appartement et vous arrache brusquement des bras de Morphée. Les propriétaires de chats, on sait de quoi on parle. Vous voyez cette femme sur ce cliché? Eh bien, elle a justement eu la malchance de vivre cette expérience assez désagréable. Mais quand c'est tout un groupe d'individus en uniforme de police qui fait irruption dans votre chambre en pointant leur revolver dans votre direction, c'est probablement que vous avez fait une très grosse bêtise. Et croyez-le ou non, cette femme a l'air parfaitement innocent et loin d'avoir la conscience nette. À vrai dire, elle est l'élément central d'un crime absolument sauvage. Bonjour à tous, je suis le Cogiteur, bienvenue pour cette nouvelle affaire criminelle. Juste avant, si vous n'y avez pas pensé, n'hésitez pas à vous abonner. On peut essayer d'atteindre la barre des 100 000 abonnés d'ici la fin de l'année peut-être. C'est jouable. Merci à vous. À 60 ans passés, Sadie Hartley fait partie de ces femmes qui peuvent se vanter d'avoir très bien réussi leur vie. Elle est la maman de 2 grands-enfants issus d'un premier mariage, et avec qui elle s'entend parfaitement. Charlotte, 23 ans, et Harry, 25 ans. Mais Sadie n'est pas en reste sur le plan professionnel, car ses talents dans le monde des affaires l'ont propulsée à la tête d'une entreprise nommée Hartley Taylor Communications, spécialisée dans le domaine des communications médicales, qu'elle co-dirige depuis plusieurs années. Ses revenus plus que confortables lui ont même permis, il y a quelque temps, de s'offrir la maison de ses rêves. Une luxueuse demeure en pierre située dans le village pittoresque de Helmshore, en Angleterre. C'est là, au milieu des collines verdoyantes et des paysages emblématiques du Lancashire, que Sadie s'épanouit totalement. Elle partage aussi sa vie avec un certain Ian Johnston, un ancien pompier et instructeur de ski à la retraite de 54 ans. C'est d'ailleurs leur passion commune pour le ski qui leur a permis de se rencontrer en 2006. Et 10 ans plus tard, en 2016, la flamme est toujours intacte. Ce sont bientôt les vacances qui approchent à grands pas. Ils ont prévu de retrouver leurs pistes enneigées préférées des Alpes suisses pour un petit séjour en amoureux. Pour être plus précis, Sadie, qui a été retenue quelques jours de plus en Angleterre par son travail, doit bientôt rejoindre Yann, qui l'attend déjà sur place. Le problème, justement, c'est qu'aucun membre de la société ne l'a croisée depuis 2 jours. Pourtant, elle avait des rendez-vous à honorer et des séminaires à préparer. Et tout cela commence à juste titre à inquiéter ses employés. Personne n'a vu Sadie où que ce soit. Personne ne sait ce qu'elle peut bien être en train de faire, alors que tout le monde l'attend, et même son plus proche collaborateur ne parvient pas à la joindre. Si personne n'a franchement envie d'aller chercher sa patronne chez elle à 10 h du soir, ce silence qui s'éternise est tout de même bien trop inhabituel pour rester sans rien faire. Le soir du 15 janvier 2016, une employée de Sadie contacte donc la police du Lancashire pour leur faire part de son inquiétude. Elle leur explique que sa patronne est aux abonnés absents depuis plus de 24 heures. De plus, elle est totalement injoignable. Hors d'ordinaire, en cas de changement d'emploi du temps ou de problème de dernière minute, elle prend la peine de les prévenir. Dans ce genre de cas, le premier réflexe des policiers est de se rendre à l'adresse de la personne supposée disparue, afin d'effectuer les premières vérifications. Celles-ci leur permettent bien souvent d'apaiser assez vite les angoisses des proches, car tout se termine bien la plupart du temps. On n'a pas systématiquement affaire à un massacre familial à la machette, et heureusement. Bon, sauf sur cette chaîne, vous vous en doutez. Je sais pas si vous vous souvenez de l'affaire Nicolas Medson, qui avait découpé sa copine en 200 morceaux. Non mais franchement, ça va pas bien. Bref, voilà pourquoi les agents qui se rendent au domicile de Sadie Hartley n'imaginent pas tout de suite le pire des scénarios. Bien sûr, ils doivent toujours être prêts à tout. Mais rien n'indique que la femme d'affaires ait été menacée ou mise en danger. D'ailleurs, son véhicule ne semble pas avoir bougé de l'allée. De plus, il ne relève aucune trace d'effraction, ce qui indique que la disparue est en fait chez elle. Et ils vont bientôt pouvoir rassurer tous ceux qui attendent impatiemment de ces nouvelles. Pourtant, lorsqu'ils finissent par rentrer dans la bâtisse, un peu trop silencieuse à leur goût, ils vont faire face à une scène inimaginable. Le corps de Sadie Hartley gît sans vie sous leurs yeux. Dans le couloir de l'entrée, il y a du sang partout sur les murs et le sol. La scène est une véritable boucherie qui soulève un haut-le-cœur difficile à réprimer pour les policiers venus faire la levée des doutes. Très vite, le lieu du crime est sécurisé et les équipes scientifiques se déplacent ici. Il n'est pas difficile de conclure que c'est bien la femme d'affaires de 60 ans qui a été tuée dans sa propre maison. Enfin, je dis tuée, mais le terme massacré serait nettement plus approprié dans ce cas précis. On dénombre en tout
plus de 40 coups de couteau sur le corps de la victime, à la fois dans la poitrine, le dos, le bras et la jambe droite, mais aussi à la tête. Certains coups ont d'ailleurs été portés si violemment qu'ils ont traversé le cou et le visage de Sadie, sectionnant une artère principale. Un petit morceau de plastique noir est aussi découvert, coincé dans les mailles du pull de Sadie. Il est précautionneusement prélevé par l'équipe de la scientifique qui ne laisse rien au hasard. Même s'ils sont encore loin de se douter de l'importance qu'aura ce morceau de plastique dans la suite de l'enquête, qui va connaître de sacrés rebondissements. Le médecin légiste ayant la lourde tâche de pratiquer l'autopsie sur le cadavre de la femme remarque que certaines plaies font au moins 20 cm de profondeur, ce qui correspondrait peut-être à la taille de la lame du couteau. L'une des blessures présentes sur le corps de Sadie retient toutefois davantage son attention. C'est un coup de couteau qui a été porté dans le dos de la victime. L'arme a tranché le foie et est quasiment ressortie du côté de la poitrine, ce qui nécessite une force considérable de la part de l'agresseur. Dans tous les cas, à la lecture du rapport d'autopsie, une chose est sûre, celui ou celle qui a assassiné Sadie Hartley a fait preuve d'une incroyable sauvagerie. Même si nous n'en sommes qu'aux prémices de l'enquête, cet aspect du meurtre de la soixantenaire traduit déjà une dimension personnelle. Ce n'est pas une règle d'or, mais certains détails comme l'acharnement du tueur sur sa victime, la violence du crime, ou encore le fait qu'aucune effraction n'ait été relevée, poussent les enquêteurs chargés de résoudre cette affaire à tendre vers la piste familiale. Leur travail de recherche sur les amis et la famille de la femme leur permet assez vite de découvrir qu'elle partageait sa vie avec Ian Johnston, l'ancien pompier. L'homme devient d'office leur premier suspect. Non pas que les policiers aient mis la main sur un quelconque élément incriminant, mais les meurtres perpétrés par le conjoint de la victime sont malheureusement légion, ce qui incite les enquêteurs à explorer cette piste en priorité. Mais Ian, effondré par la nouvelle, est aussitôt innocenté, car il était dans les Alpes suisses au moment du meurtre de Sadie, où il attendait justement qu'elle le rejoigne. D'autant plus que Ian n'a pas le moindre mobile. Cela aurait pu être l'argent, mais la mort de Sadie ne lui rapporte rien. Et tous les deux semblaient couler des jours heureux. Par contre, il relate un fait étrange qui les a surpris, Sadie et lui. Cela s'est passé quelques jours plus tôt, plus précisément le week-end précédant le crime. Sadie était seule chez elle ce soir-là, lorsqu'un inconnu a frappé à sa porte pour lui livrer un bouquet de fleurs. Aucune carte n'accompagnait ce bouquet. Et le livreur n'a rien mentionné non plus au sujet de l'expéditeur. Il a juste demandé à Sadie si c'était bien elle, lui a tendu les fleurs et a fait demi-tour. La femme, perplexe, s'était fait la réflexion que tout cela n'avait aucun sens. Et puis, les fleurs en elles-mêmes étaient bizarres, de mauvaise qualité et emballées dans un plastique semblable au bouquet un peu fané qu'on peut trouver dans les stations-service du coin. Non mais maintenant, s'il faut même avoir peur des bouquets de fleurs, laissez-nous tranquilles. Cette livraison anonyme semble assez suspecte et assez proche du meurtre en termes de chronologie pour pousser les enquêteurs à décortiquer les images de vidéosurveillance des caméras du quartier. En fait, ils sont même convaincus qu'il s'agit d'un indice important. Heureusement pour eux, Helmshore est assez bien équipé en la matière, car c'est un village plutôt huppé avec beaucoup de grosses propriétés. Et effectivement, le livreur mystère finit par apparaître sur les images enregistrées par les caméras le soir où il est venu apporter des fleurs à Sadie. Mais il fait nuit, et les images ne sont pas assez nettes pour en tirer un profil précis. Ian Johnston a cependant peut-être oublié de révéler quelques informations peu reluisantes à la police. Après mûre réflexion, le compagnon de Sadie pourrait en effet avoir oublié de mentionner un très léger détail. Il entretenait une relation extra-conjugale avec une jeune femme nommée Sarah Williams. Mais bon, ce n'est pas vraiment important. En plus de cela, usé par son tempérament obsessionnel et possessif, il vient de rompre. La situation est donc parfaitement claire pour tout le monde. Certes, Sarah n'a pas du tout accepté la rupture et a même envoyé une lettre extrêmement virulente à Sadie. Mais cela ne signifie pas qu'elle aurait pu aller jusqu'à traquer puis assassiner sa rivale dans un déchaînement de violence bestiale et sanguinaire. Si, les policiers sont pourtant d'un tout autre avis et pensent détenir une piste solide. Le crime passionnel. Ce ne serait ni la première ni la dernière fois que quelqu'un commettrait un meurtre en pensant que cela lui permettrait de récupérer un amour perdu. Loin de là. Il s'intéresse donc à la fameuse lettre reçue par Sadie, écrite de la main de Sarah et dans laquelle elle se vante d'avoir passé les nuits les plus torrides de sa vie avec Ian. Ouf, ça c'est un coup bas. Elle accuse aussi Sadie d'avoir acheté l'affection de Ian et lui assure qu'il ne l'aimera jamais autant qu'il l'aime, elle. En voici quelques extraits. Chère Sadie,
Je pense que vous devez savoir que Yann vous trompe depuis plus d'1 an. Il a eu une liaison avec moi depuis son retour de Suisse en août 2013. De son propre aveu, Yann n'est pas amoureux de vous. Ne l'a jamais été et ne le sera jamais. Le fait qu'il ne vous aime pas est flagrant pour tout le monde. Ne vous y trompez pas. Yann sait que vous l'achetez. Jetez un coup d'œil autour de la maison. Il y a encore mes affaires partout. A-t-il même changé les draps depuis notre dernière fois? Vous seriez beaucoup mieux avec quelqu'un qui est votre égal financier et qui veut être avec vous plutôt qu'avec quelqu'un que vous avez dû acheter et qui couche avec quelqu'un d'autre. Cette lettre, qui tient sur une page entière, pourrait visiblement se résumer en ces quelques mots. Sadie est une manipulatrice qui aurait piégé Yann dans une relation dont il ne voudrait pas. C'est un raisonnement plutôt bancal, car Yann est loin d'être démuni ou en manque d'argent, même si son niveau de vie n'est pas le même que celui de Sadie. Et devant les policiers, il se défend d'avoir pu se sentir un jour acheté ou même forcé de rester avec elle, pour quelque raison que ce soit. La réalité, c'est que Sarah ne peut tout simplement pas accepter le fait que Yann ait décidé de se passer d'elle. Sa jalousie transpire d'une manière flagrante dans chaque mot qu'elle couche sur le papier. Les enquêteurs veulent à présent savoir comment Sadie a réagi à la lecture de cette lettre ignoble. Car il est logique de croire qu'elle a immédiatement demandé des comptes à Yann. Celui-ci a effectivement révélé à sa compagne que la femme derrière tous ces mensonges s'appelait Sarah Williams. Sauf que, visiblement, il s'est bien gardé de lui avouer qu'elle était bel et bien sa maîtresse. L'histoire ne précise pas si Sadie l'a cru ou non. Quoi qu'il en soit, le but de cette lettre est manqué, car le couple reste ensemble. Et avant même d'aller plus loin, les enquêteurs parient déjà que ça a dû passablement énerver Sarah. Mais qui est cette fille qui planait comme une ombre menaçante sur le couple de Yann et Sadie quelques semaines seulement avant le meurtre? On n'a que peu d'éléments concernant le passé de la jeune femme âgée de 34 ans. Mais ce que l'on sait en revanche, c'est qu'elle s'est mise en couple à 17 ans avec un homme âgé de 57 ans à l'époque, David Hardwick. À ce moment-là, l'un comme l'autre savent parfaitement ce qu'ils attendent de cette relation. Sarah est à la recherche de ce que l'on appelle communément un sugar daddy, un homme qui verse quotidiennement une importante somme d'argent à une femme et lui offre un nombre incalculable de cadeaux en échange de faveurs sexuelles. Et justement, de l'argent, David en a beaucoup. Ce qu'il ne possède plus en revanche, et qui ne peut pas s'acheter, c'est la jeunesse. Voilà donc la solution parfaite pour sortir avec une fille mineure qui, il faut bien l'avouer, n'aurait même jamais arrêté son regard sur lui en temps normal. Pour ce qui est de la moralité, en revanche, on repassera. Quoi qu'il en soit, David et Sarah remplissent tellement bien leurs rôles respectifs que cette pseudo-relation dure de longues années, et se poursuit encore au moment du meurtre de Sadie, en janvier 2016. David Hardwick a alors 75 ans, et il continue de bénéficier régulièrement des faveurs de Sarah, grâce à quelques pilules bleues, pour que le gardon continue de frétiller. En contrepartie, il lui offre vacances sur vacances, une rente régulière et même une maison d'une valeur de 90 000 €. Vous l'avez bien compris, Sarah Williams fréquentait donc à la fois David Hardwick et Ian Johnston. Ian et elle se sont tous deux croisés pour la première fois en 2012, au complexe de ski Chill Factor à Manchester. L'homme y était alors employé en tant que moniteur, tandis que la jeune femme travaillait comme vendeuse dans l'une des boutiques de la station. Ian était déjà en couple avec Sadie depuis 6 ans, mais cela ne l'a pas empêché de flirter discrètement avec la jeune croqueuse d'hommes, totalement charmée par sa personne. Commence alors un jeu très dangereux entre eux, fait de tromperies, de passion, de mensonges et de secrets. Un jeu auquel Ian reste accro même après avoir rompu avec sa maîtresse. Car il a beau l'avoir quittée à cause de son comportement obsessionnel, il continue toujours de flirter avec elle par SMS, dans le dos de Sadie. Cette obsession fatale aurait-elle pu conduire Sarah jusqu'au meurtre de sa rivale? C'est en tout cas ce que pensent les enquêteurs, qui croient que la jeune femme voulait reprendre le contrôle de sa relation avec Ian. Afin de vérifier leur théorie, ils utilisent les données du téléphone portable de la jeune femme. Quelle n'est pas leur surprise lorsqu'ils découvrent qu'il a justement borné à proximité immédiate de la maison de Sadie au moment précis où les fleurs lui ont été livrées. Les policiers tiennent donc une suspecte avec un mobile et ont à présent la preuve formelle qu'elle se trouvait dans le quartier de la victime lors d'un événement déterminant de l'affaire. Pour eux, cette fameuse livraison de fleurs pourrait s'apparenter à un test, un coup d'essai avant le meurtre. Voilà donc qui nous ramène au tout début de notre histoire. Lorsque plusieurs agents en uniforme font brusquement irruption chez Sarah Williams et la tirent du lit en plein milieu de la nuit, tout en lui signifiant qu'elle est en état d'arrestation pour meurtre. Dans le même temps, on ordonne une fouille du logement de la suspecte qui,
À première vue, ne cache ni ne possède quoi que ce soit la reliant au crime. Mais un détail froisse cependant les enquêteurs. Une très forte odeur de javel flotte dans tout l'appartement. Vous qui êtes habitué à regarder des vidéos d'affaires criminelles le savez mieux que quiconque. Quand la maison d'un suspect est passée à l'eau de javel, ce n'est généralement pas bon signe. Seulement, le sang humain est très difficile, voire quasiment impossible à nettoyer complètement. Même si vous ne le voyez pas, il reste toujours des traces qui peuvent être révélées par l'équipement scientifique qu'utilise la police. Et dans ce cas, ça ne rate pas. À force de persévérance et après avoir passé littéralement des heures à chercher la moindre trace dans tous les recoins, les enquêteurs mettent au jour de minuscules gouttelettes de sang présentes sur le rebord de la baignoire de la salle de bain. Les échantillons prélevés sont envoyés au laboratoire d'analyse médico-légale afin de déterminer à qui elles appartiennent. En attendant ces résultats déterminants, et moins de 24 heures après la découverte du corps sans vie de Sadie Hartley, Sarah Williams est conduite au poste de Blackburn. Toute la question est de savoir si elle acceptera de parler. Car pour l'instant, les enquêteurs n'ont pas encore découvert la preuve qui pourrait la relier formellement au meurtre de Sadie. Et malgré d'intenses recherches, ils n'ont pas non plus réussi à mettre la main sur l'arme du crime. Très probablement un couteau de boucher. Les policiers interrogent donc Sarah sans attendre. Tout logiquement, ils commencent d'abord par lui demander si elle a quoi que ce soit à voir avec la mort brutale de Sadie. Ce à quoi elle répond « certainement pas », d'une voix à la fois un peu surprise et offusquée. Dans ce cas, que faisait-elle et où se trouvait-elle le 14 janvier, jour du meurtre de Sadie? Sarah explique qu'elle était au travail, mais que son patron l'a renvoyée chez elle vers 16h, car elle était malade. Une fois rentrée, elle s'est endormie et ne s'est réveillée que lorsqu'un chien a aboyé sur les coups de 21h. Cependant, trop mal en point, elle affirme ne pas avoir quitté son domicile jusqu'au lendemain matin. Voilà un mensonge flagrant, car son téléphone se trouvait bien près du lieu du crime ce soir-là, et prouve qu'elle n'est pas restée chez elle, contrairement à ce qu'elle soutient. Vient ensuite le sujet épineux de sa relation avec Ian, sur lequel elle accepte de s'exprimer avec une certaine sérénité. Elle relate le moment de leur rencontre, admettant que l'homme a décidé de rompre avec elle au mois d'août de cette année. Mais Sarah va plus loin, avouant de sa propre initiative avoir écrit la fameuse lettre à l'intention de Sadie, car elle estimait que la femme d'affaires devait avoir connaissance des infidélités de son petit ami. En revanche, elle assure ne jamais avoir ressenti la moindre jalousie à l'égard de celle-ci, ni de sa relation avec Ian. À nouveau interrogée le lendemain matin, elle admet pourtant s'être rendue plusieurs fois devant chez Ian, qui vit aussi à Helmshore, pour l'observer à travers les fenêtres de son domicile. Ce qui est évidemment le reflet du comportement tout à fait sain et rationnel d'une personne n'éprouvant pas la moindre jalousie. Les policiers n'informent pas Sarah Williams du fait qu'ils la soupçonnent d'être celle ayant livré le bouquet suspect le week-end avant le meurtre, car cela risquerait de compromettre la suite de l'enquête. En effet, le livreur n'est pas seul sur les images de vidéosurveillance du quartier où vivait Sadie. Il est accompagné d'un second individu. Le crime aurait donc été commis avec la complicité d'un tiers. Mais qui ? Dans cette affaire, les policiers auront passé des centaines d'heures à exploiter, analyser et décortiquer les images de vidéosurveillance d'Helmshore. Grâce à ce travail d'investigation extrêmement consciencieux, ils parviennent ainsi à trouver d'autres images de leur suspecte le soir de la livraison des fleurs. Ainsi, on la reconnaît distinctement sur la caméra de surveillance de la petite supérette de quartier en train de payer le bouquet à la caisse. Sur ce point, elle risque de ne plus pouvoir se défiler. Mais ce n'est pas tout. Elle est encore et toujours accompagnée d'une seconde personne inconnue, que l'on ne voit presque que de dos, ce qui ne les arrange pas franchement. Heureusement, l'enquête de quartier auprès des voisins de Sadie Hartley sera plus fructueuse. L'un d'entre eux révèle aux enquêteurs que le soir où les fleurs ont été apportées à Sadie, il a vu une Renault Clio se garer près de la bâtisse. À l'intérieur, pas une, mais bien deux personnes. Une jeune femme et un homme chauve. Ce n'est pas grand-chose à première vue, mais c'est tout de même un bon début. Les agents qui travaillent à la résolution du meurtre sauvage de Sadie savent à présent qu'ils doivent chercher un homme. Sarah Williams n'ayant toujours fait aucun aveu, il est primordial qu'ils réussissent à mettre la main sur ce mystérieux individu, qui, soyons honnêtes, aurait tout à fait pu s'apparenter à Ian, s'il n'avait pas eu un solide alibi. Justement, ce dernier en sait probablement davantage concernant les relations de son ancienne maîtresse. Il est donc entendu à ce sujet, et tout ce qu'il peut dire aux policiers, c'est que Sarah est très proche d'une femme nommée Katrina Walsh. Katrina a rencontré Sarah lorsqu'elle n'avait que 12 ans. C'est leur passion commune pour l'équitation qui les a réunis, à un point où elles ne se sont plus jamais éloignées l'une de l'autre depuis lors,
malgré leur grande différence d'âge. Katrina a en effet 20 ans de plus que Sarah, mais cela n'entrave en rien la solide amitié qui se noue rapidement entre elles. Les copines deviennent ce que l'on peut qualifier de meilleures amies, se soutenant toujours dans les moments difficiles. Elles sont tout simplement inséparables. C'est une information qui intéresse fortement les policiers, car si Katrina est réellement aussi proche de Sarah, elle pourrait être en possession d'éléments susceptibles de les aider. C'est donc tout naturellement qu'elle est convoquée au poste afin de répondre à quelques questions de routine. Mais lorsque Katrina s'assoit face aux policiers et ôte le chapeau qu'elle porte, un silence hébété tombe sur la pièce. La meilleure amie de la suspecte est totalement chauve. En fait, la femme de 56 ans est atteinte d'alopécie. Une maladie qui se caractérise par la perte brutale de poils et de cheveux sur tout le corps. En fin de compte, l'homme chauve, aperçu par le voisin de Sadie Hartley, ne pourrait-il pas être une femme? D'après les relevés téléphoniques, la réponse est oui. Il confirme en effet la présence de Katrina près du domicile de Sadie avec Sarah ce fameux soir. Le lien de complicité devient évident entre les deux femmes qui semblent s'être associées pour commettre la pire des atrocités. 3 jours après le meurtre de Sadie Hartley, Katrina Walsh est elle aussi placée en état d'arrestation pour assassinat. Au même moment, les analyses des gouttelettes de sang prélevées sur la baignoire de la suspecte reviennent. Il s'agit bien du sang de la victime. Plusieurs raisons peuvent expliquer leur présence sur la baignoire, mais la plus logique d'entre elles est qu'au vu de la violence de l'attaque, cette dernière a été entièrement couverte du sang de sa victime. Une fois de retour chez elle, elle aurait ôté ses vêtements souillés pour se laver, laissant se déposer d'infimes gouttelettes autour d'elle. Leur importance est capitale, puisqu'elle relie définitivement Sarah Williams à l'assassinat de Sadie Hartley. En plus de cela, la jeune femme, censée ne pas avoir bougé de chez elle, est filmée par les caméras de surveillance d'une station-service située non loin du domicile, tandis qu'elle remplit le réservoir de son véhicule, une Renault Clio. Aidés du médecin légiste, les policiers parviennent à estimer qu'au moment où elle fait le plein d'essence, le meurtre vient tout juste d'être commis. En revanche, ce qui est étrange, c'est que l'on ne parvient pas à retrouver la moindre trace de cette fameuse Renault Clio, notamment dans l'ANPR, le système permettant la reconnaissance vidéo des plaques d'immatriculation. Sauf qu'en y regardant de plus près, la raison saute aux yeux. Sarah a utilisé un bout de scotch noir pour transformer le numéro 3 de la plaque d'immatriculation en un 8. Ingénieux? Pas franchement, puisque quelqu'un qui n'aurait rien à se reprocher ne tenterait pas de couvrir ses traces. Et surtout, les enquêteurs n'ont mis que quelques minutes à se rendre compte du subterfuge. À présent qu'ils ont les bonnes informations en leur possession, ils localisent sans mal le véhicule. Il est abandonné sur un parking à une 50aine de kilomètres du domicile de la victime. En parallèle, la police reçoit aussi le résultat de l'expertise menée sur le bout de plastique noir retrouvé dans le pull de Sadie. Elle révèle qu'il s'agit du fragment d'un aiguillon à bétail, autrement dit un pistolet paralysant, capable de délivrer une très forte décharge électrique. Grâce à cette découverte, les circonstances entourant le meurtre effroyable de Sadie se précisent, et elles font froid dans le dos. À partir de ce tournant majeur dans l'enquête, Sarah Williams cesse toute coopération avec les forces de l'ordre, refusant dorénavant de répondre à la moindre question. Mais ce n'est pas grave, car la police a une autre carte dans sa manche, et elle se nomme Katrina Walsh. Katrina est placée en salle d'interrogatoire. Les enquêteurs n'ont aucun doute sur le fait que Sarah et elle se soient alliées pour assassiner Sadie, la rivale, dans son désir de reconquête amoureuse. Mais ils ne connaissent pas encore le degré d'implication de chacune des deux suspectes. Quel rôle a joué Katrina? Et surtout, qui a sauvagement tué Sadie Hartley? Sarah, Katrina, les deux en même temps? Beaucoup de questions restent encore à éclaircir pour que le dossier d'accusation soit suffisamment solide. C'est pourquoi la police décide de montrer à Katrina la photo d'un pistolet paralysant du même type que celui qui a été utilisé lors du meurtre. La femme a alors une réaction inattendue. Tout à coup, elle se met à hurler « Allemagne, Allemagne, Allemagne !» Est-ce que le fait de passer ces dernières heures avec les menottes aux poignets lui aurait fait perdre la tête? La réponse n'est pas évidente. La complice peut tout aussi bien se mettre à jouer la comédie pour se faire passer pour folle et minimiser son degré d'implication. Un peu déconcerté face à ce comportement qui ressemble en tout cas à tout, sauf à celui d'une personne saine d'esprit, les policiers décident tout de même de creuser la piste de l'Allemagne. Et puisque les caméras de surveillance n'ont cessé de jouer un rôle conséquent depuis le début de l'enquête, c'est vers elle qu'ils se tournent une nouvelle fois, en décortiquant des centaines de milliers d'images, ce qui représente un travail colossal. Heureusement, celui-ci finit par payer. Effectivement, les deux femmes ont été filmées à bord d'un ferry, en partance pour l'Allemagne 1 mois avant le meurtre, en décembre 2015. C'est là-bas
qu'elles achètent le pistolet paralysant. En fait, elles n'avaient pas vraiment le choix, car l'objet est considéré comme une arme en Angleterre. Et il est strictement illégal de le détenir ou de se le procurer sans une autorisation spécifique. La vendeuse de la boutique située en Allemagne se souvient d'ailleurs que Sarah souhaitait en premier acheter un pistolet capable de délivrer 1 million de volts, mais s'était rabattue sur un modèle à 500 000 volts en apprenant que le premier n'était pas disponible en stock. Cet achat en Allemagne signifie deux choses. Tout d'abord que Sadie Hartley a été agressée avec l'aiguillon avant d'être poignardée, mais aussi et surtout que les deux complices préparaient cet assassinat depuis longtemps. Il ne s'agit pas d'une perte de contrôle, mais bien d'un complot monté de sang-froid. Et alors que Sarah se mure dans le silence, Katrina, elle, tente de sauver sa peau, en changeant radicalement de stratégie. Elle semble avoir miraculeusement retrouvé ses esprits, car elle admet soudain, avec le plus grand calme, avoir elle-même caché l'arme du crime ainsi que le pistolet paralysant. Mais si elle l'a fait, ce n'était que sur ordre de Sarah. Et c'est tout ce que l'on peut lui reprocher. Ça, c'est pour le début de l'interrogatoire. Plus les minutes s'écoulent, plus il devient lunaire. Katrina avoue tout d'abord que lorsqu'elle a enterré le couteau pour le cacher, elle suspectait qu'il ait servi à tuer quelqu'un. Selon elle, Sarah serait montée dans sa voiture et lui aurait remis plusieurs sacs en plastique noir avec l'instruction de les brûler pour détruire ce qu'ils contenaient. Des vêtements et des serviettes imbibées de sang. Elle raconte qu'elle a ouvert l'un des sacs plastiques contenant les vêtements ensanglantés. Et face à l'enquêtrice chargée de l'interroger, se met tout à coup à hyperventiler très bruyamment, comme si elle n'arrivait plus à respirer. En réalité, elle ne fait rien d'autre que de simuler une violente crise d'angoisse pour s'attirer la sympathie des policiers et renforcer son image de victime. Le regard hagard, les mains dans celles de l'enquêtrice. Elle commence à bégayer en répétant « Elle l'a fait, elle l'a fait, elle l'a fait, elle a tué quelqu'un, elle a tué quelqu'un ». On lui demande alors pourquoi. Sarah aurait eu suffisamment confiance en elle pour se débarrasser des preuves, si elle n'était pas complice du meurtre. Pour Katrina, qui vient une nouvelle fois de retrouver miraculeusement son calme, la réponse est limpide. Sarah voulait la faire accuser dès le départ. Et quant au fait de savoir pourquoi elle s'est exécutée au lieu de se rendre au poste de police pour la dénoncer, elle répond qu'elle était bien trop terrifiée par sa meilleure amie. Mais elle se sent enfin assez en confiance pour tout avouer aux policiers, prenant même l'initiative de leur montrer où elle a enterré le couteau ayant servi à tuer Sadie, ainsi que le pistolet paralysant. C'était presque évident. Ils sont dans l'écurie où elle est employée. Elle est donc escortée sur les lieux où elle conduit les agents qui déterrent effectivement les deux armes. Aussi incroyable que cela puisse paraître, le couteau de boucher est encore recouvert du sang de la pauvre Sadie. Les policiers ne pouvaient pas rêver mieux comme preuve médico-légale. Cette découverte signe la fin des mensonges pour les deux complices. C'est grâce au concours de Katrina qu'ils sont parvenus à retrouver les armes du crime. Sans elle, le dénouement de cette affaire aurait pu être complètement différent. Elle a permis de retracer l'achat du pistolet paralysant, d'indiquer ce qu'était devenu le couteau ayant servi à poignarder Sadie et a même formellement accusé Sarah d'être la coupable. Elle peut donc espérer bénéficier d'une grande clémence de la part du juge, non seulement pour sa coopération, mais aussi parce qu'elle semble avoir été piégée par Sarah, en se retrouvant impliquée malgré elle dans ce drame. C'est vrai que Katrina se présente comme une simple d'esprit devant les policiers, sauf que, contrairement à ce qu'elle croit, ce n'est pas le fait de brandir la carte de la pauvre amie un peu trop naïve qui va lui éviter de passer par la case prison, car depuis le départ, elle n'a fait que mentir et jouer la comédie, calculant chacune de ses réponses et de ses réactions, pour charger son amie de toute la responsabilité du meurtre. Elle a juste omis un léger détail. Depuis plus d'1 an, elle note scrupuleusement toutes les avancées de leur plan macabre dans son journal intime. C'est con ça. Absolument tout y est noté. Elle pense à changer de voiture le jour où elles vont commettre le meurtre, à modifier la plaque d'immatriculation, et elles vont même jusqu'à organiser un coup d'essai pour être certaines que tout se déroulera comme prévu le jour J. Mais elle ne songe pas un seul instant qu'il serait peut-être judicieux de brûler les journaux intimes, la preuve certainement la plus incriminante qui soit, et que les policiers découvrent en fouillant la ferme de Katrina à Chester. Je vous laisse imaginer la réaction de l'agent qui, feuilletant machinalement les premières pages griffonnées par Katrina, tombe sur cette phrase hallucinante concernant Sadie. On discute sérieusement du fait de se débarrasser de son adversaire. Je suis d'accord pour dire que c'est sûrement une bonne idée.
Cette femme a l'air d'une salope diabolique. Le journal intime, qui court de l'année 2014 à 2015, détaille précisément comment les deux femmes avaient prévu de s'y prendre afin de supprimer Sadie Hartley. Katrina écrit en août 2015 « Waouh, je pourrais bien jouer un rôle déterminant dans l'élimination de cette horrible femme. Ça va vraiment arriver. J'en pleure. Je suis étonnamment excité par cela. C'est tellement euphorisant que j'ai besoin d'un Southern Comfort pour me détendre un peu. » Les enquêteurs apprennent aussi que l'ex-mari de Katrina, Kevin, avait été approché pour savoir s'il voudrait bien se charger d'éliminer Sadie, en échange d'une rémunération, ce qu'il semble avoir refusé. Un peu plus loin, l'idée d'apporter un drapeau de l'État islamique est sérieusement envisagée, afin de lancer la police sur une fausse piste, une idée qui sera finalement abandonnée. Tout comme celle de commettre le meurtre à moto, avant de fuir à toute vitesse. En décembre 2015, soit quelques semaines avant le meurtre, au moment du voyage en Allemagne, Katrina livre la raison qui les a poussés à se procurer le pistolet paralysant. J'ai dit que peu importe la façon de tuer cette chienne, Sarah pourrait utiliser ce zapper, ou elle risquerait d'être blessée elle-même. On va donc organiser un voyage en Allemagne pour ça. Il va me falloir des années pour me détendre de toute cette excitation de comploter le meurtre parfait. Katrina est une véritable psychopathe. Le plan parfait était loin de l'être, même si les deux femmes pensaient avoir pris toutes leurs précautions pour cela. Elles vont à présent devoir répondre de leurs actes devant la justice. Et Katrina peut d'ores et déjà faire une croix sur la clémence du juge, qui aura bien évidemment ses précieux journaux intimes sous les yeux. Avant l'ouverture du procès des deux complices, les enquêteurs regroupent toutes les preuves contre les suspects. Grâce aux images de caméras de vidéosurveillance qu'ils ont patiemment rassemblées, mais aussi au journal intime, ils parviennent à retracer la chronologie précise des événements ayant mené à cette soirée tragique. En août 2014, Sarah et Katrina commencent à planifier le meurtre de Sadie Hartley. En septembre de cette même année, Sarah envoie la lettre à Sadie, dans laquelle elle révèle qu'elle entretient une liaison avec Ian depuis plusieurs années. Un an plus tard, en août 2015, les deux femmes tentent de recruter Kevin Walsh, l'ex-mari de Katrina, pour l'assassinat de Sadie. Le 9 décembre 2015, elles prennent le ferry pour l'Allemagne, où elles se procurent le pistolet paralysant. Du 19 au 26 décembre, elles se rendent en France pour une petite semaine de vacances. Parce qu'il faut quand même avouer que toute cette excitation est épuisante. Le 5 janvier 2016, Katrina se rend dans un magasin Tesco de Broughton, où elle achète le couteau qui servira à poignarder Sadie à plus de 40 reprises. 2 jours plus tard, elle retrouve Sarah à Helmshore, le village dans lequel vit Sadie. Là, elles achètent un bouquet de chrysanthèmes à 3 livres sterling. Tandis que Sarah l'observe de loin, Katrina va livrer les fleurs. Le 10 janvier, Sarah achète la voiture qui lui servira exclusivement pour le meurtre, la fameuse Renault Clio. La date que les deux complices choisissent pour assassiner Sadie est celle du 14 janvier. Ce jour-là, grâce à leurs nombreux préparatifs, elles se sentent fin prêtes à passer à l'action. Il est 19h15, lorsque la victime rentre de l'écurie où elle est allée s'occuper de son cheval. Ian n'est pas présent car il est parti un peu plus tôt qu'elle dans les Alpes suisses, où il est déjà en train de profiter des pistes de ski. À 20h, quelqu'un frappe à la porte. Sadie Hartley ouvre, sans se douter un seul instant, que la femme qui se tient derrière le battant est l'ex-maîtresse de son compagnon, et qu'elle planifie son meurtre depuis plus d'1 an. Lorsque la porte tourne, Sarah, seule, se jette sur Sadie et la paralyse en utilisant l'aiguillon à bétail au niveau de sa tête. Puis, dans une orgie de violence innommable, elle saisit le couteau acheté plus tôt et massacre sa rivale. 4 minutes. C'est le temps qu'il faut à Sarah pour se présenter à la porte, agresser puis poignarder Sadie plus de 40 fois, avant de réapparaître sur les caméras de vidéosurveillance, marchant tranquillement en direction de sa voiture, seule. Elle appelle Katrina pour l'avertir que le travail est fait, et cette dernière vient la récupérer avec sa propre voiture sur le parking où la Clio sera retrouvée abandonnée. Plus tard dans la soirée, Katrina se chargera de se débarrasser des armes du crime, en les enterrant dans l'écurie où elle est employée. Malgré le nombre incroyable de preuves indéniables les accusant du meurtre de Sadie, les deux femmes continuent de clamer leur innocence. La première en affirmant qu'elle dormait au moment du crime car elle était malade, et la seconde prétextant qu'elle n'a participé en rien à cet assassinat. Et que si elle s'est confiée dans son journal intime à ce sujet, c'est parce qu'elle croyait que Sarah et elle jouaient à un jeu inspiré de l'émission Hunted, une télé-réalité dans laquelle les participants doivent vivre en se déconnectant de tout
pour éviter d'être repérés par une équipe de chasseurs lancés à leur trousse. Pour ce crime épouvantable, décrit par le tribunal de la couronne de Preston comme un meurtre d'une sauvagerie presque démoniaque, Sarah Williams et Katrina Walsh ont été jugées aussi coupables l'une que l'autre de meurtre avec préméditation. Elles ont donc toutes les deux écopé d'une peine de prison à perpétuité. Voilà, une histoire assez folle, l'un des complots les plus dingues que j'ai entendus. Bon, si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez copine en commentaire. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça m'aide énormément. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très vite. Bye.